On dit qu'une civilisation crée ses dieux à son image. Souvent, ceux-ci ne sont que des inventions de l'esprit, des idées plutôt que des êtres réels de pouvoir et d'influence. Cela ne peut être dit des dieux du chaos. Aussi horrifiants que puissants, ces divinités monstrueuses résident dans un royaume en constante évolution d'énergie pure, où le temps et la distance n'ont que faire. C'est un endroit où les rêves et les cauchemars des mortels se rejoignent et apportent forme à l'informe. Du chaos brut, des créations autrement inimaginables reçoivent systématiquement une substance, et des mondes entiers fusionnent en un instant. Des désirs informes qui jadis habitaient seulement le subconscient d'un esprit brisé, surgissent, prenant vie en ces lieux. Si on en croit les légendes, il y a un dieu qui naît dans le warp de la dépravation et de la corruption. Pendant des millénaires et des millénaires, l'ancienne race des Eldar, une espèce dont les capacités psychiques étaient presque illimitées, se laissèrent corrompre par une douce décadence. En raison de leur pouvoir, de leur passion et de leur lien unique dans le warp, ils en marquèrent le lieu. Des pensées perverses, des actions et des actes des Eldar, un nouveau dieu est né. Un dieu très réel, qui était en effet un reflet de la race qui lui avait involontairement donné la vie. Toutefois, sa naissance violente signale la mort de celle-ci. Les anciens tomes de la Black Library disent que Slaanesh est né du besoin incontrôlé et excessif de sensations, qui était devenu la préoccupation principale pour chaque Eldar. Grâce à leur technologie incroyablement avancée et leur maîtrise psychique qu'ils avaient développée au fil des millénaires, ils passèrent leur journée à vivre dans un luxe inimaginable. Il n'y avait pas de besoin à se préoccuper de questions triviales telles que la survie, les travaux manuels ou à se protéger de quelconque menace extérieure, ni le sentiment lié par des contraintes sociales. Il n'y avait pas besoin de penser à la façon dont leurs actions affecteraient les autres, pas même à l'intérieur de leur propre famille. Il n'y avait jamais un moment où il avait besoin de quelque chose d'eux. Tous les instants étaient à tout moment les leurs. Les passions qui brûlaient profondément dans leurs âmes étaient libres. Ils pouvaient les explorer à des profondeurs que d'autres races ne pouvaient même pas sonder. Un esprit libéré de tout souci de réciprocité ou de la peur des représailles est capable de se tourner complètement vers l'intérieur et de s'égarer en des lieux inconnus, à la recherche inconsidérée de sensations. Quand une race entière libéra son esprit de cette façon, une énergie exceptionnellement puissante fut alors projetée dans le warp, et les sens non naturels qui y résidèrent y répondèrent. Ainsi naquit Slaanesh. On peut voir sa main à l'œuvre à travers l'ensemble de la galaxie, d'innombrables façons, la joie qu'un parent exprime lorsqu'un enfant est né, la fierté d'un commodore qui ressent quand sa flotte exécute un plan de bataille rusé, l'agitation dans le cœur des amants lors d'une étreinte passionnée, la ruée enivrante de soulagement qui rappelle à un soldat à quel point il est bon d'être vivant après avoir survécu à une escarmouche inattendue. Toutes ces sensations, quel que soit leur niveau, plaisent au prince du chaos. Le vortex hurlant est l'une des zones de la région connue sous le nom des grandes tempêtes du Warp, qui sépare le secteur Calixi du segmentum obscurus. Bien que tous les dieux du chaos revendiquent le vortex hurlant comme fief personnel, c'est Slaanesh qui peut être mieux justifier cette vantardise. Il y a certainement plus de contes qui rehuent la création de ce royaume tordu, à celui du Seigneur du Plaisir, que pour l'ensemble des autres divinités. Dans ce lieu, infesté de distorsions, la croyance définit la réalité. Il est donc entièrement possible que l'origine actuelle soit liée à la chute des Eldar décadents et orgueilleux. Un jour, la montée d'une autre croyance pourrait changer son origine en une toute autre histoire, qui serait alors aussi vraie. Telle est la nature insensée du vortex hurlant. Voyager en ces lieux, c'est voir cette folie se refléter dans les excès et les poursuites hédonistes qui animent les mortels. Ici, des planètes entières sont vouées au plaisir offert par des désirs sans entrave au nom de Slaanesh. Qu'elles crient dans des extases glorieuses et estatiques ou chuchotées dans un ton mielleux et séduisant. Les hélices en lambeaux. Cet amas d'astéroïdes est relié dans le vide via un incroyable enchaînement de ponts atmosphériques et de rubans de gravité. Si la force qui maintient ces astéroïdes ensemble est un phénomène naturel, ou la conception de quelques sombres agents, ou même le résultat d'artifices xéno, nul ne le sait vraiment. Cet amas couvre une vaste zone s'étendant sur des millions de kilomètres dans toutes les directions. Chaque rocher, dont la taille peut varier d'un planétoïde à un astéroïde,
et relié au suivant par une brique d'atmosphère. Ceci créant des ponts invisibles qui s'étendent dans le vide, permettant aux mortels de passer de l'un à l'autre. Alors que certaines de ces îles rocheuses ne sont distancées que de quelques mètres, d'autres couvrent une distance bien plus grande, forçant les braves et les fous à marcher durant des kilomètres sans jamais être tout à fait sûrs qu'ils atteindront le maillon suivant de la chaîne. Il y a quelques érudits et adeptes des ténèbres qui voient les hélices en lambeaux comme une merveille galactique et une chose de pure beauté, tandis que d'autres n'y voient que la mort. Car une chose est certaine, comme n'importe où dans le vortex hurlant, c'est un endroit incroyablement dangereux. Les imprudents et les ignorants doivent mesurer la durée de leur vie en minutes s'ils se retrouvent sur l'une de ces îles. Chaque astéroïde, bénéficiant d'une atmosphère, mais seulement une minorité est respirable. Les ponts qui relient les astéroïdes sont également extrêmement périlleux, car certaines traversées ne se connectent pas réellement à un autre astéroïde, et déposent donc les ignorants dans le vide de l'espace. Mais celui-ci n'est pas le plus risqué des dangers, car ce lieu est le repère des plus infâmes individus de la galaxie, les princes pirates. Ces pillards du vortex hurlant, faisant des ravages dans leur sillon, ils prennent ce qu'ils veulent et détruisent le reste souvent par pur plaisir. Ils sont craints à juste titre dans le vortex et au-delà, comme des chasseurs capricieux et impitoyables. Pourtant, alors que ces pirates écument la galaxie, c'est bien les hélices en lambeaux qu'ils appellent leur chez eux, y retournant à chaque fois qu'ils sont rassasiés et que les cales de leurs navires sont pleines. Tout prince pirate digne de sa réputation s'est taillé un domaine au sein de celui-ci. Ces zones sont connues familièrement sous le nom de fiefs, ceux-ci variant en taille et dans la plupart des cas, plus le fief est grand et plus la puissance du prince pirate l'est aussi. Ceux-ci pouvant couvrir un seul astéroïde, tandis que d'autres peuvent s'étendre à travers un morceau de planétoïde. Les plus grands fiefs englobant plusieurs astéroïdes reliés par des ponts atmosphériques. Dans ces fiefs, les ponts sont jalousement gardés par les bandes de guerre du prince, afin de s'assurer un contrôle sur toute la région. Cela signifie que les hélices en lambeaux sont une poudrière, dont il suffit d'une simple étincelle pour amener l'archipel à la guerre. Les fiefs eux-mêmes devenant les champs de bataille, et où les clés de la victoire sont les ponts qui couvrent les espaces reliant ces îles. Parfois, un prince revient dans son propre fief pour le voir perdu et avec lui sa base de pouvoir et son statut. Dans ce cas, il peut devenir un exilé avec son équipage ou simplement être assassiné par l'un d'entre eux et ainsi permettre à un autre prince pirate de s'élever afin de tenter sa chance. Le fief de Bélandre le Rouge. Bélandre est connu comme l'un des plus cruels princes pirates. Âgé d'au moins 6 siècles, il a été un fléau du vortex pendant la majeure partie de sa vie. Malgré son âge avancé, Bélandre reste extrêmement beau. Le seul défaut sur son visage esquis est la marque de son patron, Slanesh, sur l'une de ses joues parfaites. Alors même que ses victimes le regardent avec une admiration béate, la plupart savent qu'ils devront supporter une fin cruelle et douloureuse, car il est connu de beaucoup sous un autre nom, qui laisse peu de place à l'imagination, l'écorcheur rouge. Bélandre porte cette épitaphe avec fierté. Ses raids sont rarement pour la richesse ou pour s'approprier d'autres objets de valeur, mais c'est pour la chair des vivants qu'il les réalise. Ce que le prince pirate fait avec cette macabre matière est un mystère pour beaucoup. Cependant, pour ceux qui ont visité son fief, tout devient clair, car Bélandre est un artiste, un créateur d'une beauté perverse et extatique, et son médium de prédilection est la chair et la peau de ses victimes. Son fief comprend 3 astéroïdes, un gros planétoïde et 2 petits satellites, tandis que le paysage des 3 îlots est jonché de sculptures grandes et petites faites de chair et traitées pour éviter les rigueurs du passage du temps. Il y a une certaine logique dans leur placement hasardeux, car comme tout disciple de Slanesh, Bélandre est un perfectionniste. Sa demeure personnelle est située sur le plus gros astéroïde, que l'on nomme le Domaine. C'est une grande maison, avec un jardin immaculé, où les plantes et les arbres sont incroyablement prospères, malgré l'absence de soleil. Au milieu du jardin et à l'intérieur de la maison se trouvent les réalisations de prédilection du rouge, d'une nature plus intime. L'un des petits satellites a été nommé la ménagerie et abrite les plus grandes œuvres du prince pirate. La chair ici a été façonnée et sculptée dans des créatures cauchemardesques que Bélandre prétend avoir rencontrées. Le dernier astéroïde est connu sous le nom du Stage ou la Seine, car cet aile abrite de grands dioramas concoctés à partir de chair. Il y a des scènes de guerre
et c'est un des plus grands carnages de l'hérésie d'Horus, de la croisade Macarius, ou de celle des mondes de Saba. Étonnamment peut-être, beaucoup de ces mises en scène montrent le sujet de l'Imperium dans une lumière flatteuse. Dans les rares occasions où celle-ci a été demandée à Bélandre, il a simplement souri d'un sourire langoureux, et a déclaré que c'était l'acte de carnage et de destruction qui l'avait attiré, et pas de savoir qui avait été victorieux. Comment est-il même au courant de tels événements, si lointains et dans des lieux si éloignés, est un mystère qui entoure le Rouge. De toutes ces merveilles artistiques, le plus grand du pirate n'est pas encore achevé. Les liens qui relient les astéroïdes ne sont pas visibles à l'œil nu, et donc traverser une grande étendue de vide est une expérience extrêmement troublante. Bélandre n'a jamais aimé cet aspect des hélices en lambeaux, cela ne convenant pas à sa sensibilité esthétique. Pour y remédier, il s'est lancé dans ce qu'il a appelé son grand œuvre, pour lequel il a fait construire de vastes ponts de chair et d'eau, s'étendant entre le vide de ses fiefs. Une structure rigide entre deux îles ne durerait jamais. Le Rouge a donc imprégné ces ponts avec l'aide d'une science occulte, en rendant possible l'impossible. Toutefois, il eut un effet secondaire qui rappela les esprits de ceux qui avaient été abattus pour créer la structure. Se manifestant dans le pont par des visages allongés et hurlants, le prince pirate considéra ce nouveau développement comme un atout, ajoutant une toute nouvelle profondeur émotionnelle à son œuvre. Jusqu'à présent, la ménagerie est reliée au domaine et le Rouge a déjà commencé le deuxième pont. Bien sûr, de telles constructions nécessitent une quantité de matières premières et en conséquence un dénouement fâcheux pour quiconque croiserait son chemin. Le fief de Lishkar d'Elfus. La princesse pirate Lishkar d'Elfus est un terrible individu à rencontrer. C'est une figure intimidante, non seulement en stature, mais aussi en apparence. Même jeune, Lishkar a été affligée d'une scission de la personnalité. Elle disait à ses tutrices, dans la Schola Progenium, qu'elle avait été visitée la nuit par une vieille femme. Cette mystérieuse étrangère prétendant qu'un jour, elle serait unie. Des décennies plus tard, lorsqu'elle prêta allégeance aux puissances de la ruine en désespoir de cause et pour soulager son sort, ce fut Slaanesh qui répondit à son appel. Un démon majeur vint à elle, lui promettant qu'elle serait un leader puissant et que beaucoup trembleraient à la simple évocation de son nom, mais qu'il fallait d'abord que son vrai moi apparaisse. Sur ce, le gardien des secrets la frappa de son index et de son ongle acéré comme un rasoir lui trancha le visage. Regarder Lishkar maintenant, c'est voir les deux personnalités fusionnées en une seule, son visage étant fendu en deux verticalement, séparé en son centre par une sinueuse cicatrice rougeâtre, l'héritage du démon. Un côté de son visage est celui d'une jeune fille magnifique et l'autre est l'hideux visage d'une vieille femme aux yeux larmoyants. Les deux côtés de la personnalité de Lishkar sont incroyablement cruels et dominateurs, chacun essayant de surpasser l'autre. Être capturé par Lishkar est un destin malheureux, car les deux côtés suggèrent les pires tortures, se battant afin de pouvoir les réaliser sur le captif. Les rares cas où la princesse pirate part d'une seule voix étant dans le feu de la bataille. On dit que la vieille femme favorise la prudence et une planification minutieuse, excellant à mener la carrière de pirate, tandis que la fille est plus entêtée, préférant la force à la ruse. Sans surprise, le fief de Delphus ressemble à ces deux personnalités. Celui-ci se composant de deux gros astéroïdes. L'un est connu sous le nom du Havre de la fille et l'autre s'appelle le repère de la vieille femme. Les deux îles ont été transformées en deux grandes résidences, chacune reflétant l'apparence et la convivialité de la personnalité propriétaire. Dans le couloir du repère, le décor est froid, agrémenté d'étranges peintures troublantes, celles-ci montrant des scènes doubles, l'une dans lesquelles les sujets se régalent ou se livrent à des provocations, et l'autre où les mêmes sujets sont figés dans des tortures et d'atroces douleurs. Un lustre colossal est suspendu au plafond dans la salle d'audience, et on dit que les cristaux suspendus qui le composent contiennent l'essence d'innombrables victimes de Lishkar. Directement en dessous du lustre, et de circonférence égale, une énorme fosse s'enfonce dans les profondeurs de l'astéroïde. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, et même les membres de sa suite ne sont pas sûrs. Une chose est certaine, quelque chose réside à l'intérieur, et on y entend de temps en temps des hurlements de frustration provenant d'un autre monde.
Une théorie court que l'Ishkar y a fait emprisonner le démon majeur qui l'a coupé en deux, et quand les lustres de cristal seront enfin complets, ceux-ci tomberont du plafond dans la fosse, écrasant son prisonnier. Le résultat séparant définitivement l'Ishkar en deux êtres distincts. Bien sûr, tout cela n'est que supposition, légende et oui-dire. De l'autre côté du pont atmosphérique se trouve le havre de la fille. Sur cette île, tout y est plus lumineux et plus éclatant. Là où la personnalité de la vieille femme préfère tuer ceux qu'elle rencontre, la fille les voit comme des esclaves. Ceux-ci, travaillant dur, peinant à l'intérieur de son astéroïde, le creusant, alors qu'elle chasse un minéral précieux qui aurait des grandes propriétés réparatrices. Mais tous ces captifs ne sont pas envoyés dans les mines sous le havre. Il y a ceux qu'elle appelle les plus beaux. Si l'Ishkar pose les yeux sur un esclave, mâle ou femelle, et y voit une attirance, elle ordonne que cette personne soit envoyée à la tour, une structure en forme de pinacle qui coiffe sa demeure. Une fois emprisonné dans celle-ci, aucun n'en est jamais revenu. Ce qui se passe là-bas, nul ne peut le dire. Toutefois, quand l'Ishkar y revient, elle est clairement rajeunie. Le fief de Kravel Gurish. La forme corpulente du prince pirate connu sous le nom de Kravel Gurish est à la fois vile et repoussante. On ne l'a jamais vu sans de la nourriture dans la bouche ou dans la main. Ses raids se concentrant sur les biens matériels. Plutôt que de tuer, Kravel laisse l'équipage en vie. Cependant, après avoir vidé sa cible de tous les matériaux précieux et utilisables, détruisant tout type de propulsion dont dispose le navire, le laissant comme une épave dont les passagers sont prisonniers. Ceux-ci souffrant alors d'une mort lente et douloureuse due à la soif, la famine et la loi du plus fort. Et c'est là une source de fierté pour Kravel. Car ce sont des morts que Slaanesh chérit. Au prince du chaos, la privation de sensations peut être aussi satisfaisante que son abus. Que les victimes d'une telle clémence soient rarement reconnaissants est tout un mystère pour ce prince pirate. Son navire, The Jilted, est une monstruosité imposante et laide. Celui-ci est incroyablement lent et dans la plupart des cas, ses victimes pourraient le distancer. Et pourtant, Gurish est un prolifique pirate. Il semble que plus la proie fuit et s'efforce de s'échapper, plus The Jilted se rapproche. Le fonctionnement de celui-ci n'est pas clair. Ce vaisseau arrive-t-il à réaliser de petits sauts dans le warp ou est-il simplement béni par le prince des ténèbres, qui sans doute profite de l'ironie du lent qui toujours capture le pressé? Seuls les morts et Kravel le savent. Quelle qu'en soit la raison, lorsque The Jilted revient aux hélices en lambeaux, ses cales sont toujours pleines. Le fief de Kravel est un anneau d'astéroïdes dans lequel repose son vaisseau gonflé, ancré en son centre. Les îles flottantes du domaine de Gurish sont modestes en taille par rapport aux autres domaines des princes pirates. Cependant, avec 6 astéroïdes sous son contrôle, attaquer ou tenter d'assiéger son fief est une perspective intimidante. En plus d'être reliés entre eux, chaque astéroïde a un pont secondaire menant à une autre partie des hélices en lambeaux. Boucler son domaine depuis l'extérieur est une tâche presque impossible. Ainsi, malgré l'avarice sans borne et l'ambition des autres princes pirates, aucun n'a jamais tenté un assaut total contre son repère. Et cela, malgré la richesse de son royaume, résultat d'une longue carrière réussie. Kravel est un amasseur compulsif. Des montagnes de denrées alimentaires pourries sur ses îles. Or, pierres précieuses et autres babioles sont empilées en montagnes, tandis que des armes exotiques et xénos se couvrent de poussière dans d'autres parties de son domaine. Kravel n'a pas vraiment d'utilité pour de telles choses et les accumule simplement dans un insatiable besoin d'amasser, un cadeau de son dieu Slaanesh. Prendre quoi que ce soit de ce prince pirate serait une terrible erreur. Kravel est rarement enclin à la colère, et pourtant, un tout petit acte de vol contre sa propriété, peu importe qu'il ait volé lui-même, déclenche une grande rage. Malheur au voleur qui sera pris, car ni l'empereur, ni même Slaanesh ne pourra le sauver de la vengeance de Kravel.